Héritiers de la Légio Astartes des Imperial Fists, dans leur armure d'un bleu de minuit, au point gauche d'un rouge cramoisi, les Space Marines du chapitre des Crimson Fists fut créé suite à l'hérésie d'Horus à partir de la base génétique des Imperial Fists et, par extension, de Royal Dorn, le prétorien de l'empereur. C'est à la fin de l'hérésie d'Horus que les premiers Crimson Fists voient le jour. Après la création du Codex Astartes par Obodi Liman, cet écrit ressemblant plus à un édit qui a pour projet de limiter le nombre de Space Marines d'une légion, ainsi les divisant en plusieurs chapitres, afin d'éviter le cataclysme de l'hérésie d'Horus. C'est aux côtés des Souls Drinkers, ou encore des redoutables Black Templars que les Crimson Fists vont apparaître et seront les plus jeunes de la Légion. Ainsi nouveau formés, les Crimson Fists vont durant 10 000 ans se battre face aux renégats de l'Imperium tout en adhérant totalement au Codex Astartes. Ils sont des guerriers redoutables, tant à distance avec un bolter ou un fusil plasma, qu'au corps à corps à manier leur épée tronçonneuse, ou simplement fracasser le visage de leur ennemi pour couvrir leur autre poing d'un rouge. Hors des conquêtes de récupération, la première mission des Imperial Fists aura été de défendre la colonie impériale d'Uralek Prime d'une armée Xenos à Eldari. L'ordre de défense de la colonie se transforma rapidement en une demande de purge, les Crimson Fists quittant les défenses pour s'abattre sur les Xenos désemparés en fuite. Les Astartes, menés par le premier maître du chapitre Alexis Pollux, ont ce jour-ci marqué une victoire écrasante sur l'ennemi. Parmi les recrues du chapitre, encore aujourd'hui, les récits de cette bataille est l'une des plus grandes sources d'inspiration et d'espoir. Le premier drame du chapitre a lui lieu selon les archives encore en place, 8 siècles après la création de ce dernier. Sur la planète immatriculée HR 8518, c'est face aux Scythiens, une espèce xénos de moines guerriers utilisant de redoutables poisons et drogues, que ce tragique événement eut lieu. C'est alors que les Crimson Fists furent envoyés avec pour ordre de purger la planète. Aux premiers abords, tout se déroula comme prévu, jusqu'à la mort inattendue du premier maître de chapitre, Pollux. Après avoir reçu un projectile empoisonné, il le combattit durant plusieurs jours avant que son corps ne finisse par lâcher, mais pas sans élaborer un minutieux plan pour mettre à bas les villes Xenos. Pour venger leur maître de chapitre défunt, les Crimson Fists enragés mirent en place la stratégie de ce dernier, pour finalement chasser les Xenos de leur système. Depuis ce conflit, les Scythiens évitent au plus les altercations avec l'Imperium. Lors de leurs longues années de service, les Crimson Fists ont acquis une réputation de chasseurs et d'experts des Xenos, en particulier des orques, leur rival maintenant éternel. C'est dans le secteur Loki du Segmentum Tempestus que leur rivalité apparaît en l'an 989 du 41e millénaire. Dans la totalité du système, la guerre a toujours fait rage, et si calme était, alors c'était pour faire place à une vaste tempête. Ce calme, lui, ne dura pas, effectivement. Opposant les Crimson Fists, les Peaux Vertes, menés par Snagrod dit l'archipyromane, en guise de chef de guerre, l'orque massif commença sa conquête par la prise de la colonie impériale nommée Malvenue. Les rapports d'archives, encore en place actuellement, ont stipulé que ce fut la plus grande ouague jamais vue depuis plus d'un millénaire. Suite au décès prématuré de Alexis Pollux, ce fut Pedro Cantor qui endossa le rôle de maître du chapitre. Ce dernier envoya alors la 4e compagnie pour répondre de la menace Xenos. Sur place, la 4e des Crimson Fists se fit écraser comme un insecte. Une poignée d'entre eux réussit à s'enfuir avec les renseignements vitaux de la WAG grâce au sacrifice du reste de leurs frères ainsi que du régiment de garde impérial sur place. La bataille de Krugerport fut alors une défaite amère pour les Crimson Fists. À la venue de ces informations,
porté par la 4e compagnie, Cantor ordonna le rassemblement de la flotte au-dessus de la planète Rin, leur planète chapitrale, et que tout le chapitre devrait s'installer aux défenses terrestres pour accueillir les orques tels les Imperial Fists lors de la Grande Hérésie. Encore une fois, le calme apparut, puis disparut. Suite à l'apport d'informations mené par les survivants de la 4e compagnie, les batteries AA se mirent à faire feu alors que les croiseurs de la Navy détruisent le gros de l'assaut dans les airs. Ce qui arriva au sol était, selon nos sources encore actuelles, équivalent à ce qu'il y avait en orques sur Armageddon. Alors que Pedro Cantor établissait une vérification des défenses accompagnée de son état-major et de sa garde personnelle, en plein milieu de la nuit, le ciel noir devient lui aussi clair que d'un jour. La forteresse monastère, dans un flash, venait de partir en fumée dans une explosion qui fit trembler le continent. Ce n'étaient pas les orques, mais bien une erreur de l'un des esprits de la machine qui redirigea le missile thermobarique dans le point faible de la forteresse pour finalement atterrir en plein milieu de l'arsenal. En moins de 10 secondes, les 6 compagnies de combat des Crimson Fist logées dans la forteresse furent réduites en cendres. Le nouveau maître de chapitre n'eut pas le temps de pleurer ses morts qu'il dut se rendre sur la nouvelle Rin, où la 2e compagnie luttait corps et âme face aux peaux vertes avec un soutien de la garde impériale, eux-mêmes soutenus par la milice locale. Chance, exploit ou talent, Cantor réussit avec sa garde d'honneur et ses alliés survivants à se frayer un chemin dans la masse de peaux vertes. Tout en récupérant les citoyens impériaux vivants sur son passage, Pedro Cantor passa le fleuve Pacoman pour finalement se rendre à un avant-poste improvisé. Pourchassé par les orques de près, le maître de chapitre fut soulagé de voir que les défenseurs de l'avant-poste n'étaient autres que ses propres frères de bataille. Retranchés dans leurs défenses improvisées et dans des plans grossiers, ce fut durant plusieurs longues heures ou journées que le chapitre dut tenir les peaux vertes hors de leur défense. Finalement, l'assaut de la nouvelle Rin dura au total 18 mois, et les Crimson Fist ont fini par repousser les vagues d'orques à coups de poing et d'épées tronçonneuses, les munitions manquant depuis déjà plusieurs mois. Les orques furent finalement chassés de la planète, mais ne sont toujours pas loin alors que Malvenu est encore entre leurs mains actuellement. Les Crimson Fist, eux, se voient visiblement maudits. Suite à l'ouverture d'une faille warp au nord de la planète, plusieurs kilomètres stellaires au-delà, Rin se voit subir à présent de nombreuses attaques démoniaques. Cette fois-ci, la victoire des Crimson Fist est impossible à imaginer. Alors que le moral était au plus bas, et en sous-nombre, mais aussi manquant d'équipement, ce fut la croisade Indomitus qui sauva le chapitre. Marchant sur les ruines de la forteresse monastère de son chapitre, Pedro Cantor reçut sans grand luxe l'arrivée de Robud Gilliman, qui venait de lancer la reconquête de Rin, ainsi que sa purification démoniaque. Suite à cette résistance improbable face aux orques et aux démons, certains soupçons sont venus sur les Crimson Fists, mais l'Archimago Skoll proposa une alternative. Le refondement des compagnies perdues du chapitre par de nouveaux primaris. C'est à bras ouverts que Pedro Cantor et les rares survivants, moins de 25, de la planète Rin acceptèrent. Ce don leur fut donné à l'apothécarion. Le recrutement des Crimson Fists est lui particulier, même chez les Astartes. C'est lors du festival annuel du Point de Sang que les recrues les plus prometteuses sont sélectionnées dans l'épreuve la plus risquée et longue. Les aspirants vont devoir s'y mettre en compétition. L'épreuve qui sélectionne réellement un futur Crimson Fist est la chasse au dragon. L'objectif est d'y tuer seul et à main nue, mais aussi dans son milieu naturel, l'un des dragons marécageux de Rin. Seul un à deux arrive à y survivre tout en réussissant, mais ils seront, selon les préceptes du chapitre, des futurs Astartes extrêmement talentueux. Les Crimson Fist ont tracé leurs pas dans la douleur, à coups d'épée et de bolt. Presque annihilés, c'est dans la nouvelle croisade Indomitus, organisée par le primarque des Ultramarines, que les héritiers de Dorne voient enfin une renaissance de leur chapitre.